Et bienvenue dans cette rediffusion du webinaire organisé par le groupe Kiné Respiratoire concernant l'incontinence urinaire dans les pathologies respiratoires. Je suis Laurence Debert, je suis kinésithérapeute en pelvipérinéologie aux Cliniques Saint-Luc à Bruxelles et également en cabinet privé. Et c'est toujours un plaisir de venir partager ce genre de moments avec vous parce que c'est vrai que notre spécialité est un peu transversale et vous avez de nombreux groupes de patients qui peuvent souffrir d'incontinence urinaire. Donc l'objectif d'aujourd'hui est de vous apporter des outils de compréhension sur ces symptômes que l'on peut retrouver dans les pathologies respiratoires, entre autres, et surtout des outils dans vos consultations pour pouvoir mieux détecter, mieux comprendre et mieux orienter. Première étape est évidemment de comprendre pourquoi ces patients avec des pathologies respiratoires ont des problèmes d'incontinence urinaire. Et finalement, il faut se dire que le problème numéro un est la gestion de la pression à l'intérieur de l'abdomen. Pour gérer cette pression à l'intérieur de l'abdomen, quand tout va bien, on a en fait une unité fonctionnelle, une unité de fonctionnement synergique avec un ensemble de muscles qu'on pourrait retrouver appelé the core system, à savoir le diaphragme, les muscles de la paroi abdominale, les muscles érecteurs du rachis et les muscles du plancher pelvien. Et cette unité de fonctionnement doit être coordonnée en intensité, doit être coordonnée en timing, elle doit être synergique donc, et elle participe ensemble à la gestion de la posture, de la respiration et de la continence. Cette gestion de la pression à l'intérieur de l'abdomen, elle se fait en anticipation des perturbations, ce qui avait été bien montré par une étude déjà de Hodges, qui date maintenant un petit peu de 2007. C'est le premier à avoir vraiment réussi à démontrer ça. En fait, on s'est rendu compte que cette musculature va pouvoir participer à la stabilisation sacro-iliaque, à des perturbations posturales, même mineures, puisque dans l'étude de Hodges, ça a été vraiment simplement d'avoir une élévation du bras demandée au sujet. Et on voyait qu'on avait en anticipation ici du mouvement une activation au niveau périnéal avant la perturbation de l'équilibre. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va avoir une augmentation de la pression à l'intérieur de l'abdomen, on va avoir une augmentation de l'activité des muscles du plancher pelvien, que je vous ai matérialisé en orange ici sur l'image de droite. Cette augmentation de l'activité des muscles du plancher pelvien, elle va permettre essentiellement trois choses. Premièrement, ça évite que ce plancher pelvien se déplace vers le bas au moment de l'augmentation de la pression de l'abdomen. Elle va aussi permettre de maintenir ce qu'on appelle les caps viscéraux. C'est ce que vous allez retrouver ici, à savoir l'angle entre l'urètre et la vessie, l'angle entre le vagin et l'utérus, ou l'angle ici entre l'anus et le rectum. Ces caps viscéraux sont essentiels au maintien de la continence. Et ils aident en troisième lieu à maintenir, optimiser la fermeture de l'anus et de l'urètre à la pression. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand on respire? En ventilation courante tout d'abord. Vous savez bien que la pression à l'intérieur de l'abdomen est modulée pendant le cycle respiratoire et vous connaissez largement, mieux que moi probablement même, tout ce qui se passe au niveau de l'activation abdominale et diaphragmatique à la respiration. Mais si on zoome un petit peu plus bas, sur ce qui se passe au niveau du plancher pelvien, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir qu'en fait, ces muscles du plancher pelvien, ils viennent participer, contribuer à l'activation musculaire pendant le cycle respiratoire en ventilation courante. On peut le voir ici par exemple, on le voit plus clairement sur l'EMG qu'on trouve au niveau anal, qu'on va avoir en fait un parallélisme de l'activation musculaire de ce plancher pelvien en même temps que la respiration courante. Ça a été montré aussi
avec des données IRM qu'on retrouve ici dans l'étude de Talatz, où on voit qu'effectivement, on a ces muscles du plancher pelvien qui vont participer en ventilation courante, et on a vraiment un mouvement vers le bas à l'inspiration, un mouvement vers le haut à l'expiration, finalement en parallèle du mouvement diaphragmatique au niveau du diaphragme thoracique. On regarde maintenant sur les phénomènes de pic de pression intra-abdominale, donc les phénomènes par exemple d'expiration forcée ou de toux ou d'éternuement. En fait, les mêmes phénomènes sont présents, mais avec une variation de force et de puissance de la musculature engagée qui vont accentuer les différents échanges de pression. Donc en expiration forcée ou en pression intra-abdominale en pic, on va avoir un recrutement des muscles respiratoires accessoires, mais aussi une augmentation de l'activation des muscles du plancher pelvien et des muscles de la paroi abdominale. Ça a pu être vérifié là aussi dans des études de résonance magnétique en temps réel. Et cette activation va pouvoir accélérer les transferts de pression. Ces muscles du plancher pelvien, ils vont vraiment participer de façon interdépendante avec le diaphragme et les muscles abdominaux et vont permettre le contrôle de la pression lors de ces pics de pression intra-abdominale. Lors de ces pics de pression intra-abdominale, il y a une synergie fonctionnelle. Et cette synergie, c'est un prérequis absolu à pouvoir gérer cette pression à l'intérieur de l'abdomen, comme lors de la toux, lors de la poussée ou bien lors du port de charge. Et dans ces pics de pression intra-abdominale, normalement, cette réponse, cette anticipation de la musculature du périnée et de la musculature pelvienne est une réponse qui est censée être automatique, en anticipation du moment où le pic de pression se présente, pour pouvoir garantir la fermeture de l'urètre et pour pouvoir limiter la descente du col de la vessie. Mais alors, que se passe-t-il pour les patients quand il y a une pression qui est mal contrôlée? Quand en fait on a une altération de l'équilibre entre la posture, la respiration, la continence, et que cette fermeture de l'urètre ne peut pas être assurée à la pression. En fait, on va avoir alors par exemple le patient qui tousse et on va avoir ce plancher pelvien qui n'anticipe pas la pression et qui se bombe vers le bas, qui descend, si vous voulez, au moment de la pression au lieu d'anticiper et de participer à la clôture. Et cette insuffisance de la clôture peut faire la fuite urinaire chez le patient. Et dans les pathologies respiratoires, finalement, on se pose plusieurs questions. La première, c'est est-ce que les facteurs de risque de cette incontinence urinaire vont être les mêmes, vont être semblables à ceux qu'on trouve dans la population générale? On va aussi se poser la question de la prévalence en fait de l'incontinence urinaire dans ces pathologies, mais vous vous doutez qu'elle est importante, sinon on ne ferait pas ce genre de webinaire. On va aussi se demander si d'autres symptômes peuvent être présents au niveau du plancher pelvien ou des fonctions urinaires, fécales, etc. Et puis de savoir un petit peu, ok, cette incontinence urinaire, en fait, sur les patients, sur nos patients, quel impact cela peut avoir. D'abord, est-ce que les facteurs de risque sont en fait semblables à ceux qu'on retrouve dans la population générale? Eh bien, oui et non. Certains facteurs sont des facteurs qui sont non spécifiques à la pathologie respiratoire elle-même, à savoir l'avancée en âge, à savoir le fait d'avoir des antécédents obstétricaux, c'est-à-dire d'avoir déjà accouché par voie basse, d'avoir accouché plusieurs fois, qu'on ait eu besoin de ce qu'on appelle une instrumentation, c'est-à-dire l'usage de forceps ou de ventouses à l'accouchement, ou un poids de naissance élevé, entre autres. On peut aussi avoir des pathologies qui ne sont pas liées spécifiquement aux pathologies respiratoires, comme le diabète, comme des maladies du collagène, comme des maladies des tissus de soutien.
On peut aussi avoir des antécédents chirurgicaux, comme par exemple une prostatectomie, donc quand on enlève la prostate suite à un cancer, ou une hystérectomie quand on enlève l'utérus. Et on peut aussi avoir des pathologies fonctionnelles qui sont concomitantes, et notamment la constipation. Et puis, on va avoir des facteurs de risque qui sont liés au côté chronique d'une pathologie respiratoire. Là, on va retrouver la perte de poids, le déconditionnement, la perte de masse musculaire, l'usage éventuel de corticoïdes au long cours ou des altérations de la posture, comme on peut observer chez certains patients respiratoires chroniques. Et puis, on va avoir des facteurs de risque qui, eux, sont liés à la toux elle-même. Son côté chronique, son côté intense, son côté fréquent, sur une faiblesse éventuelle musculaire. Et puis, la question qu'on se pose, sur laquelle on n'a pas encore de réponse, c'est est-ce qu'en fait, on n'aurait pas des différences structurelles au niveau musculaire qui pourraient expliquer que ces patients ont plus de difficultés. Car si on regarde finalement la prévalence de l'incontinence urinaire dans ces pathologies, en fait, elle est déjà très très importante dans la population générale. Mais on va avoir une grande variabilité des différentes prévalences qu'on va retrouver, parce que les études ne prennent pas toutes la même référence, ne prennent pas toutes les mêmes questionnaires. Donc on va déjà avoir entre 9 et 40% d'incontinence urinaire. On parle d'incontinence urinaire d'effort ici, c'est-à-dire celle qui vient au pic de pression. Et cette augmentation de la prévalence augmente avec l'âge. L'air de rien, si on regarde dans le monde, ça fait 400 millions de patients qui souffrent d'incontinence urinaire dans la population générale. Pour vous donner une idée, si en fait l'incontinence urinaire était un pays, ce serait le 3e pays du monde derrière l'Inde et la Chine. Donc c'est énorme cette prévalence dans la population générale. Et si on regarde dans la population respiratoire, des pathologies respiratoires, on va voir un petit peu maintenant ce que ça donne. Vous avez comme référence le diagramme de la population générale juste au-dessus et on va observer ce qui se passe en fonction des différentes pathologies chroniques que vous allez retrouver dans vos consultations respiratoires. Concernant les bronchectasies, on a assez peu d'études qui s'y rapportent, mais sur ce qu'on a de disponible, on voit qu'on est à presque un patient sur deux avec une incontinence urinaire d'effort dans ce type de population. Qui souffrent d'asthme, là, il y a une étude intéressante qui, bon, la proportion, la population n'était pas immense, mais là où c'était intéressant, c'est que ça reprenait des prévalences d'incontinence urinaire d'effort, y compris dans une population pédiatrique. Et quand on regarde chez les adultes, on est à plus d'un patient sur deux avec une incontinence urinaire d'effort. BPCO, là la fourchette est complètement dingue. On a en fait des proportions qui sont très très variables, entre 35 à 92, 92% d'incontinence urinaire d'effort dans ce type de population. Alors vraiment, là, c'est toujours le problème de cette variabilité en fonction des questionnaires utilisés. Mais dans tous les cas, même si on se dit qu'on peut prendre quelque chose d'assez moyen dans cette grande fourchette, ça reste des proportions suffisamment importantes pour évidemment s'en inquiéter. Mais là, c'est vrai que dans cette population, on va avoir une association de différentes comorbidités, une association de différents facteurs, notamment l'âge, la ménopause, les antécédents d'accouchement, les antécédents chirurgicaux, la prise de corticoïdes au long cours, etc. Chez les patients avec la mucoviscidose, là aussi les proportions sont très 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 variables. On est de 5 à 76-76% d'incontinence urinaire d'effort chez ces patients. Mais ce qui est surtout notable, c'est de se rendre compte que cette incontinence urinaire peut être aussi retrouvée chez des patients pédiatriques avec la mucoviscidose et ne concerne pas uniquement les adultes atteints. Mais alors, si on regarde
dans ce type de pathologie respiratoire, est-ce qu'en fait d'autres symptômes au niveau périnée pourraient être présents? Nous, on le voit beaucoup dans nos consultations, l'incontinence urinaire est parfois le symptôme qui déclenche la consultation, mais en fait, il peut se cacher autre chose derrière, et les autres choses qu'on peut retrouver et qu'on peut retrouver dans la population générale, mais aussi dans les patients avec des pathologies respiratoires, c'est finalement d'autres symptômes. Alors, je vous les ai classés par famille en simplifiant un petit peu. Il y a les symptômes où c'est difficile de se retenir, que ce soit des urgences au niveau urinaire ou des urgences au niveau des selles, pouvant mener jusqu'à une incontinence, une impossibilité de se retenir pour les urines ou pour les selles ou pour les gaz. On peut aussi avoir des difficultés de vider. Ça, c'est des patients qui vont avoir ce qu'on appelle de la constipation ou de la dysurie, une difficulté d'amorce ou de sensation d'avoir complètement vidé sa vessie quand le patient va uriner. On peut avoir des symptômes aussi de ça descend. C'est tout ce qu'on va appeler les descentes d'organes, les prolapsus ou nous, ce qu'on appelle les troubles de la statique pelvienne, les troubles de l'équilibre des organes à l'intérieur du bassin. Et puis, on peut avoir des symptômes de ça fait mal. Ça peut être des douleurs lors des rapports, ça peut être des douleurs anales, ça peut être des douleurs vulvaires. En fait, plein de douleurs peuvent être retrouvées dans cette région. Et alors, quel impact cette incontinence urinaire pourrait avoir pour ces patients? Alors, ce qui est clair et certain, c'est on peut facilement l'imaginer, c'est qu'il y a une altération de la qualité de vie chez ces patients. Mais il y a d'autres conséquences qui sont vraiment interpellantes et nécessitent absolument d'être compris pour pouvoir être pris en charge. Ces autres symptômes, c'est quoi? C'est qu'en fait, l'incontinence urinaire, elle peut être un frein pour le patient à pouvoir réaliser correctement les techniques de désencombrement que vous allez lui proposer ou à pouvoir réaliser correctement une spiro, aller jusqu'au bout du VEMS par exemple. Et ça peut entraîner certains patients à chercher à éviter certaines séances de kiné respiratoire pour éviter l'incontinence urinaire. Un autre impact qui est très très négatif, évidemment, c'est celui sur les activités physiques, avoir des patients qui vont en fait ne pas arriver à suivre les recommandations en activité physique en raison de l'incontinence urinaire qui est déclenchée par certains types d'efforts. Ça peut avoir un impact aussi sur leur vie sociale, sur la vie scolaire et la vie professionnelle des patients, sur leur vie intime également. Et on a vu aussi chez les patients âgés que cette incontinence urinaire pouvait augmenter le risque de chute et de fracture, le patient qui se précipite jusqu'aux toilettes en raison de l'urgence par exemple, et que ça peut augmenter le nombre d'admissions en maison de repos et de soins. Et non des moindres, en fait, ça peut aussi avoir un impact important, entraîner une détresse psychologique, une réelle anxiété, des troubles de la concentration, éventuellement des troubles de l'humeur chez les patients. Donc, toute cette liste de conséquences, cette liste d'impacts, elle est quand même interpellante et elle nécessite de bien réaliser ce que le patient avec une incontinence urinaire peut vivre dans son quotidien. Et du coup, la question en or, c'est de se dire, OK, moi je comprends tout ça, mais alors pourquoi ces patients-là, en fait, ne m'ont pas parlé de leurs problèmes? Et c'est bien une des problématiques importantes de cette situation. C'est le côté tabou. Euh, D'abord, il existe des freins pour le patient lui-même. Ça peut être d'être embarrassé, inconfortable ou d'avoir des tabous à la discussion de ses problèmes urinaires. Ça peut être aussi d'avoir des publicités qui sont très présentes. Et si on a des publicités qu'on voit régulièrement où, ok, on est une femme, on approche de la ménopause, et on a des pertes urinaires à la toux, au rire ou en courant après ses petits-enfants. En fait, il suffit de mettre des protections et on peut vivre très heureux. Ça n'incite pas en fait à se rendre compte qu'il y a des pistes rééducatives qui sont présentes et pas seulement du palliatif. Et puis pour les patients, on peut en avoir certains aussi qui vont accorder une importance un peu moins
présente à l'incontinence urinaire par rapport aux problèmes respiratoires. L'incontinence urinaire, en fait, oui, c'est pas vital, c'est pas aussi important pour certains patients que l'aspect respiratoire de leur maladie. On a aussi des freins finalement qui viennent pour le soignant. Le soignant aussi peut être inconfortable de discuter de cette problématique avec le patient et ça peut être aussi par méconnaissance. En fait, si on n'est pas au courant que ces troubles existent, il n'y a aucune raison qu'on aille en discuter avec le patient. Ce qui ressort aussi, c'est le manque de temps en consultation. Ça, c'est quelque chose que nous, on vit comme kinésithérapeute, que les médecins vivent aussi. Et cette problématique urinaire, c'est pas quelque chose qui se discute en 30 secondes à la fin d'une consultation. Ça nécessite de prendre du temps, de prendre du temps d'écoute et de prendre du temps d'explication. Donc, ça ne se fait pas en un temps restreint. Et puis pour le soignant aussi, en fait, ces incontinences urinaires, elles peuvent avoir une importance moindre par rapport à l'aspect respiratoire de la pathologie. Et puis on a des freins de cadre, d'environnement. Déjà, si d'autres personnes, des tiers, sont présents lors de la consultation, ça pourrait être le stagiaire, ça pourrait être quelqu'un de la famille, par exemple, ou quelqu'un qui vient faire une traduction. Donc, la présence de tiers lors de la consultation ne va pas aider au dialogue, ça c'est sûr. Et puis, il n'y a pas de soignant référent pour ces problèmes urinaires et pas d'algorithme de prise en charge existant. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider? Pour aider le patient, la première chose, c'est essayer de créer de l'information. C'est vraiment la première chose. Et cette information, ça pourrait être des informations par application, par document écrit, des informations web, peu importe, mais créer de l'information, la rendre disponible et facilement disponible, c'est indispensable. Et puis, pour le soignant, ça serait de pouvoir former les soignants à ces problématiques, de pouvoir faire des partenariats avec des spécialistes de ces problèmes, parce que l'objectif n'est pas de vous rendre, vous, kinésithérapeute respiratoire, spécialiste aussi des problèmes urinaires, mais plutôt de pouvoir arriver à les détecter et orienter correctement. Ça serait aussi de pouvoir avoir des guidelines qui pourraient être fournis par les différents centres de référence, et puis de faire des sessions d'information lors des différents congrès. Et le problème, c'est que ces informations, ces ressources pour le patient notamment, elles ne sont pas si facilement disponibles. J'avais pour exemple cherché rapidement sur les sites des associations muco, que ce soit en France ou en Belgique, mais finalement la notion d'incontinence, franchement, il faut chercher parce que d'un premier abord, on ne trouve pas directement les références. Et oui, dans des congrès, on commence à en parler et on commence à en parler depuis quelques années, mais dans quelle mesure tout ça s'est transmis au public cible, ça reste encore questionnant. Alors, du coup, au niveau respiratoire, dans votre pratique, c'est qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Est-ce que vous allez pouvoir faire de la prévention? Quels conseils vous pourriez éventuellement donner? Et pendant vos séances, est-ce qu'il y a des points auxquels vous devriez pouvoir rester attentif? Alors, en termes de prévention, en tout cas, faire de la prévention evidence-based, ça, c'est compliqué. En fait, on n'a pas vraiment d'études qui va pouvoir prouver l'efficacité de votre mesure de prévention. On a trop de comorbidités qui sont présentes aussi pour pouvoir déterminer réellement qu'est-ce qui aurait changé la donne. Et puis, on n'a pas d'idée si on a une kiné périnéale spécifique aux pathologies respiratoires chroniques qui pourrait être plus efficace parce que ces populations-là vont chercher de l'aide moins facilement que d'autres populations, parce que les possibilités thérapeutiques sont mal connues, et puis on n'a même pas de recherche sur l'efficacité d'une kiné périnéale classique dans cette population qui est spécifique. Alors ce qui est sûr dessus, c'est que de la prévention, vous pouvez en faire par de l'information. Ici, sur ce diagramme de décision, vous pouvez simplement vous dire que, OK, mon patient n'a pas de symptômes,
je peux faire de la prévention. Et dans la prévention, qu'est-ce que je peux faire? Et on va en reparler après de ce que vous pouvez faire dans vos consultations. Ben, je peux l'informer que ça existe et on peut déjà travailler sur la coordination des abdos du périnée, sur le travail postural et sur la gestion de la pression à l'intérieur de l'abdomen. Et si le patient il a des symptômes, eh bien, si c'est possible, on essaye de le prendre en charge par une rééducation périnéale qui se ferait conjointement avec la prise en charge actuelle. Mais cette première prévention, clairement, c'est l'information. Le patient doit être au courant que ces troubles existent, que ça peut arriver qu'ils ne sont pas seuls, et surtout qu'il existe des solutions. Et ça, c'est important que ce soit vous qui puissiez initier le dialogue. En fait, ce dialogue est tellement freiné, comme on l'a vu tout à l'heure, que si vous ouvrez la porte, ça sera la possibilité pour le patient de pouvoir déposer ce qui lui pose problème, et c'est la première marche pour qu'on puisse chercher des solutions pour le patient. Donc, ouvrez la porte, informez, c'est déjà en fait un pas de géant pour la prise en charge de cette incontinence. Et au-delà de cette prévention d'information, il y a des conseils que vous allez pouvoir donner. Alors, dans les conseils que vous allez pouvoir donner, évidemment, on adapte ça en fonction des types de patients, mais la première chose, c'est au niveau des habitudes pour aller à selle, les habitudes défécatoires, ce qu'on va chercher à éviter, c'est la constipation. Parce que la constipation, elle peut augmenter les symptômes urinaires et elle peut favoriser pour le patient la nécessité de devoir pousser et donc de continuer à fragiliser les structures. Alors, d'abord, il faut savoir ce que c'est qu'être constipé. Alors, il y a des réunions d'experts. Nous, ces réunions d'experts, elles ont déterminé ce qu'on appelle les critères de Rome. Les critères de Rome, c'est des critères qui donnent la définition de cette constipation. Et pour être constipé, selon les critères de Rome, il faut avoir pour au moins 3 mois au cours de la dernière demi-année qui s'est écoulée, au moins 2 symptômes parmi les suivants, à savoir moins de 3 évacuations par semaine, ou d'avoir la nécessité de devoir faire des efforts, d'avoir des selles dures, des sensations d'évacuation incomplète, ou des sentiments de blocage, ou de devoir aller chercher les selles, par exemple. Et quand on parle de selles dures, on parle de Bristol. Et Bristol, c'est une échelle que je me permets de vous remontrer ici. Quand on parle de Bristol, c'est simplement une échelle de la consistance des selles. Et on parle de constipation quand on a les selles qui sont retrouvées dans le type 1 ou 2 de cette échelle de Bristol. L'échelle de Bristol, elle est facile d'accès et elle est surtout extrêmement simple à utiliser pour le patient pour pouvoir simplement lui demander où il en est au niveau de ses selles. Ça marche aussi évidemment très très bien en pédiatrie. Et donc quand on a ces différents critères, on parle de constipation. Mais en pratique, pour le patient, en fait, être constipé, c'est quoi? C'est d'avoir des selles qui sont de fréquence réduite ou d'avoir des difficultés à les évacuer. Et en fait, la constipation, ça reste un phénomène qui est extrêmement subjectif et extrêmement variable en fonction des individus. Et il faut garder en tête que cette constipation, en fait, elle peut même être à l'origine d'une incontinence aux selles par l'impaction des selles à l'intérieur du rectum et à l'intérieur de l'intestin. On peut avoir à la fois une diminution du mouvement, de l'activation du mouvement de l'intestin qui pousse les selles vers la sortie et aussi une diminution de la sensation du besoin. Et donc on peut avoir des patients qui ont une incontinence fécale qui est liée à une constipation. Et ce qui est sûr, chez ces patients-là, c'est qu'en fait, plus on les prend en charge tôt, plus on a de chances que les symptômes puissent être rapidement améliorés et plus on a de chances d'avoir une prise en charge qui se couronne de succès au niveau de cette constipation. Donc là, qu'est-ce que vous allez pouvoir lui proposer à votre patient? D'abord,
La position sur les toilettes, ça commence à être bien, ça c'est une information qui commence à être bien relayée normalement, mais on va essayer en fait de répliquer, du moins partiellement, la position accroupie sur les toilettes en plaçant un tabouret sous les pieds pour pouvoir diminuer les efforts, diminuer le temps nécessaire à l'évacuation des selles quand le patient est aux toilettes et améliorer la sensation d'avoir une évacuation complète. On peut aussi proposer aux patients d'avoir un horaire de présentation, d'aller se présenter à des moments où on a un réflexe qui existe, qui s'appelle le réflexe gastro-colique évacuateur. C'est des moments où en fait, quand vous avez mangé, votre estomac qui prévient en quelque sorte votre gros intestin qu'il va falloir faire de la place pour le repas qui arrive. Et donc, en moyenne, 15-30 minutes après les repas, vous avez en fait une activation intestinale qui peut aider le patient à pouvoir évacuer en utilisant moins d'efforts et en ayant là aussi une sensation d'évacuation qui est plus complète. On peut aussi lui proposer de modifier les efforts. Et là, ce qu'on cherche à éviter, c'est ce qu'on appelle le valsalva. Le valsalva, ça va vraiment être le patient qui pousse tout rouge, qui fait un effort de poussée extrêmement important. Et ce Valsalva, en fait, est un effort de poussée qui vient fermer au niveau de l'anus et qui ne permet pas l'évacuation complète des selles et peut même être ce qu'on appelle dysynergique, une sorte d'inversion de commande. Plus le patient pousse, plus ça ferme. On va chercher en fait à rediriger ces efforts de poussée en direction du bas et on lui apprend aussi à les modérer, ces efforts de poussée. Ce qui est envisageable aussi, c'est de voir, dans la mesure du possible, ça c'est quand même toujours un challenge, de voir s'il est faisable d'améliorer les conditions environnementales pour que le patient puisse aller à selle. À savoir, avoir suffisamment d'intimité, avoir des conditions minimales d'hygiène, l'accès à du papier, l'accès à un lavabo pour pouvoir se laver les mains et du savon, de pouvoir se sentir sécurisé. Et ça, c'est un challenge particulièrement dans le milieu scolaire ou dans les lieux de travail. Mais on a certains enfants avec une incontinence urinaire qui en fait ne vont pas aux toilettes de toute la journée lors du temps scolaire parce que les conditions idéales ne sont pas satisfaisantes et rassurantes pour les enfants. Donc c'est un challenge énorme, ça c'est certain, mais qui pourrait aider pas mal de patients. Et ce que vous pouvez aussi proposer aux patients, et ça, vous avez tous ça de base dans votre formation, c'est l'aider en faisant un massage au niveau abdominal qui peut aider à stimuler le péristaltisme, qui peut aussi aider à diminuer le temps de passage, le temps de transit au niveau de l'intestin. Et chez les patients constipés, particulièrement chez les patients euh, avec une pathologie neuro-concomitante, ça a été bien prouvé que ça peut augmenter la fréquence défécatoire chez les patients. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le massage, il peut être appris en automassage. C'est pas très compliqué pour le patient de l'apprendre et ça peut vraiment aider au quotidien ces patients-là. Ça, c'est pour les habitudes défécatoires. Maintenant, si on regarde pour les habitudes mictionnelles, les habitudes pipi, eh bien, ce qui est sûr de sûr, c'est qu'il faut s'asseoir. Et là, ça vous paraît simple, mais en fait, énormément de patientes, quand vous allez leur expliquer ça, vont vous dire que si elles ne sont pas chez elles, elles ne vont pas s'asseoir et elles vont rester en suspension acrobatique au-dessus des toilettes pour pouvoir faire pipi. Mais donc, il faut s'asseoir, c'est indispensable. Et il faut aussi ne pas pousser pour vider sa vessie. Sa vessie, c'est un muscle. Elle doit pouvoir se contracter sur elle-même pour se vider avec le plancher pelvien qui, lui, se détend complètement. Et il ne faut pas rajouter un effort de presse pour pouvoir vider cette vessie. Et on attend jusqu'au moment où cette vessie s'est complètement vidée. Donc, on cherche vraiment à éviter les manœuvres qui appuient. Ça peut être la poussée, ça peut être le valsalva ou ce qu'on appelle la manœuvre de Crédé. Ça, c'est quand quelqu'un va venir appuyer avec la main sur le dessus de l'abdomen. Et puis, plus on pousse, il faut vraiment se dire que ça va
aggraver en fait tous les symptômes au niveau urinaire. Donc on essaye vraiment de pouvoir supprimer l'effort de poussée. Dans les habitudes de vie, il y a aussi des conseils à donner au niveau des apports hydriques, surtout quand ils sont déficitaires ou en excès pour le patient, hein. Le patient qui a des apports hydriques parfaits, pas la peine de s'énerver, c'est pas ça qui modifiera grand-chose. Mais on va essayer de proposer au patient d'avoir à peu près 1,5 litre, mais trop d'eau, trop de boissons peut augmenter les urgences, trop peu de boissons peut être, aussi être un irritant au niveau de la vessie. Et pour les patients qui ont des soucis à devoir se lever plusieurs fois la nuit, alors il faut absolument essayer de diminuer leur consommation de liquide le soir. On a aussi évidemment l'aide au niveau alimentaire qui va pouvoir participer à l'amélioration de la situation, notamment du transit, hein, chez les patients. Et là, c'est les apports en fibres qui sont intéressants. Et là, c'est vraiment aussi se dire, c'est fonction de la situation du patient qu'on va proposer ce genre de choses. Le patient qui mange déjà le côté idéal au niveau diététique, si vous voulez, modifier son alimentation ne va pas modifier sa constipation. Mais donc là, sinon, c'est proposer des apports en fibres suffisants, surtout si les apports initiaux sont faibles. C'est important dans ces habitudes hygiéno-diététiques aussi d'avoir une idée des facteurs d'aggravation de l'incontinence urinaire, notamment certains types de boissons qui peuvent en augmenter les urgences et augmenter la difficulté pour le patient à contrôler sa vessie au moment où il y a une pression. Et ça, c'est tout ce qui va contenir de la caféine, de la théine, tout ce qui va contenir des bulles, certains alcools également, notamment le vin blanc ou les pétillants par exemple, ou la bière. Euh, mais aussi le surpoids, le tabac, le diabète, l'activité physique, ce sont tous des facteurs concomitants qui peuvent aggraver la situation urinaire pour le patient. Au niveau des activités sportives, on va chercher surtout à éviter l'arrêt du sport et l'arrêt de l'activité physique, hein, pour les patients respiratoires, mais on va peut-être devoir faire des adaptations en fonction de différents facteurs, notamment en fonction du sport concerné ou de l'intensité de la pratique, des antécédents du patient, de ses comorbidités et de ce que le patient ressent comme gêne ou comme symptômes. Et il va falloir personnaliser ce qu'on propose au niveau de l'activité urinaire. Mais ce qu'on cherche vraiment à éviter par dessus tout, c'est le patient qui va limiter son activité physique en raison de l'incontinence urinaire. Et cette limitation d'activité physique aura des conséquences beaucoup plus importantes au niveau cardio-respiratoire. Une possibilité aussi, c'est de voir avec le patient comment on porte une charge. Alors, vous avez déjà plein de notions de manutention pour pouvoir aider à contrôler et limiter les risques au niveau du port de charge. Et en fait, certains principes de manutention peuvent se retrouver aussi au niveau de la pression intra-abdominale. Et la façon de porter peut avoir un impact. On va simplement essayer des choses qui sont assez simples et qu'on retrouve aussi sur la protection du dos lors du port de charge. Demander au patient de rapprocher sa charge de l'axe du corps, de la centrer si c'est possible, et on essaie d'éviter les ports de charge décentrés, comme par exemple le portage d'un enfant sur la hanche. On va plutôt essayer de lui demander de s'installer comme un petit koala pour que la pression à l'intérieur de l'abdomen soit moins importante. Et pendant vos séances de kiné respiratoire, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Quand c'est faisable, mais là, c'est pas toujours évident aussi, on essaye, si c'est possible, de pouvoir éviter les toux parasites. On va chercher la toux efficace comme moyen de désencombrement, mais pouvoir limiter, si c'est faisable, les toux parasites présentes aussi pendant les séances. Ça va être aussi très important de regarder la posture du bassin, la posture lombopelvienne, lors des moments où vous faites du désencombrement. En fait, quand le patient est en hyperlordose ou en hypolordose, l'activation des muscles du plancher pelvien diminue. L'amplitude de contraction que le plancher pelvien peut réaliser est moins importante.
Donc quand vous faites des séances de désencombrement, c'est vraiment intéressant d'aller chercher une position neutre du rachis lombaire pour permettre une activation optimale de la contraction pelvienne lors des phénomènes de toux, par exemple. Et puis, c'est intéressant d'aller apprendre aux patients où est son périnée, comment on fait une contraction périnéale et qu'est-ce qu'on ressent quand on fait une contraction périnéale et comment anticiper les moments de pression. Et pour apprendre à faire une contraction de périnée, ce qui a été montré comme étant une consigne qui est facilement compréhensible par la majorité des patients, c'est d'associer une consigne qui est fonctionnelle avec une consigne qui est anatomique, notamment fermer l'anus comme pour empêcher un gaz de sortir. Et ça permet d'avoir une contraction périnéale qui est présente. Cette contraction périnéale, du coup, vous vous rappelez, je vous ai parlé tout à l'heure de ce qu'on appelait le NAC, et c'est la contraction en anticipation de cette musculature périnéale lors d'un effort avec un pic de pression à l'intérieur de l'abdomen qui est normalement automatique. Mais pour le patient chez qui cet automatisme n'est pas là et qu'il y a une perte urinaire à l'effort, en fait, vous pouvez aussi apprendre, comment on fait pour contracter au niveau de son périnée, 2, comment on fait pour anticiper le moment où il y a une pression, que ce soit lors des efforts de toux ou lors des séances de désencombrement, mais ça peut être aussi de pouvoir donner ces trucs-là pour les activités quotidiennes quand une maman doit soulever son enfant, quand une grand-mère doit soulever ses petits-enfants, quand il faut porter les sacs de course ou le bac de linge sale, par exemple. Donc, c'est aussi pour les activités quotidiennes. Pour vous donner une idée, le NAC, donc cette anticipation, elle peut avoir vraiment une influence. Vous avez ici des échographies qui s'appellent transpérinéales, c'est-à-dire on place la sonde de l'échographe au niveau du noyau fibreux central du périnée, donc à l'extérieur, au centre du périnée, et la grande partie sombre ici que vous voyez, c'est la vessie, avec ici l'urètre. Et quand on n'a pas l'anticipation de la pression, voici ce qu'on pourrait avoir. On va avoir à la toux la vessie qui est poussée vers l'arrière et qui a une légère ouverture du col de la vessie au moment de la toux. Si on prend une pré-contraction, donc avant la toux, on va avoir en fait le périnée qui se contracte et qui limite le mouvement de la vessie et qui garantit une fermeture de l'urètre. Donc vous voyez que c'est quelque chose de simple, mais que vous pouvez déjà apprendre à votre patient. Et pendant vos séances, c'est aussi possible d'essayer de travailler sur les synergies existantes entre la musculature périnéale et la musculature abdominale. De pouvoir faire prendre conscience au patient que quand il y a une contraction périnéale, il y a une activation du transverse, que quand il y a une activation du transverse, il y a une activation du périnée, et de pouvoir intégrer ça dans des situations fonctionnelles comme la toux ou le port de chair. Ce qui a été intéressant, mais qui n'a pas encore été montré dans des populations avec une pathologie respiratoire chronique, mais il semblerait que l'entraînement des muscles du plancher pelvien pourrait améliorer la force des muscles abdominaux et la force des muscles respiratoires chez les patients qui ont une incontinence urinaire d'effort. Alors, ce serait quelque chose de très intéressant à mener chez les patients avec une pathologie respiratoire existante. Mais en tout cas, il y a peut-être quelque chose à creuser dans cet axe-là. Et puis, il y a aussi tout le travail postural que vous pouvez réaliser puisque vous avez cette musculature périnéale qui fait partie d'une musculature avec toute la musculature du tronc qui va participer à la stabilité lombopelvienne et que cette stabilisation du tronc
implique aussi la biomécanique respiratoire, donc de travailler au niveau postural chez ces patients en mettant une petite conscience de l'activation périnéale dans ce travail postural ne sera que bénéfique aussi pour vos patients. Donc, avec tout ça, j'ai quelques messages qui, j'espère, sont passés aujourd'hui. Le premier message, c'est vraiment de se dire que, en fait, cette musculature, ce périnée, ce plancher pelvien, c'est un composant essentiel de la dynamique respiratoire et de la stabilisation lombo-pelvienne. Le deuxième message, c'est de se dire qu'en fait, cette synergie de fonctionnement, c'est un prérequis indispensable pour gérer la pression à l'intérieur de l'abdomen, que ce soit la toux, que ce soit les poussées ou que ce soit les ports de charge. Les patients respiratoires, ils ont donc des dysfonctions, je pense que maintenant c'est clair, et en fait ce screening, il est vraiment primordial chez ces patients. Vous avez vu l'impact que cette incontinence urinaire peut avoir, et donc aller screener ces dysfonctions est indispensable chez vos patients respiratoires. Et si vous avez un patient qui est symptomatique, entourez-vous, faites-vous aider par des spécialistes de ces problèmes pour pouvoir référer le patient symptomatique et pouvoir l'aider à passer au-delà de ses symptômes. J'espère que ces messages seront clairs et que vous allez pouvoir appliquer ça dans vos consultations dès demain. Merci à tous.